faire 8 mois sans sortir de vidéo, je sais pas qu'est-ce que je vais leur dire. Vous êtes là? Genre je fais le mec qui savait pas. Mes amis, comment ça va depuis le temps? 8 mois sans sortir de vidéo, mais qu'est-ce qu'il faisait? Oh, il retape un avion, il retape une bécane. C'est cadeau de la maison, un oxygène pour la digestion, ça passera mieux. Je le bois pour vous. Mes amis, comment c'est un plaisir de vous revoir. Je sais qu'il y en avait beaucoup qui suivaient le projet et je sais que je vois qu'il y a pas mal de désabonnements sur la chaîne, des gens qui s'abonnent, des gens qui se désabonnent. Ma vie personnelle ne m'a pas permis de m'investir davantage dans ce projet YouTubesque. Le jour où je me suis dit que j'allais commencer à prendre une caméra et me filmer et montrer ce que je faisais, en fait, je me suis dit, allez, à tout péter, ça va durer 5 mois cette histoire. Et non, ça fait plus d'un an et demi, ma situation perso elle a changé, je vais pas rentrer dans les détails. Enfin bref, me revoilà, d'autres vidéos sont déjà prêtes. Et oui, j'ai pas dit que j'ai rien fait, j'ai dit que voilà, je pouvais pas m'investir davantage. Donc, dans cette vidéo qui sera assez diverse et variée, pourquoi je dis ça? Parce qu'il va y avoir de l'électrique, de l'hydraulique, de la mécanique, de la peinture, de la fabrication de pièces en carbone, et j'oublie certainement d'autres choses. Mais dans tous les cas, vous allez avoir l'opportunité de me voir monter les divers ensembles, les options que je vais mettre sur cette bécane là. J'espère mes amis que le contenu vous plaira et je vous dis bon visionnage. Mes amis, dans la dernière vidéo, je vous avais partagé assez brièvement le remontage de la bécane. Il y a certains sous-ensembles tels que le freinage, qui tiennent, etc. que je vous ai pas montré. Parce que j'ai prévu de vous faire une vidéo dédiée uniquement à ces sous-ensembles-là. Parce que j'ai aussi prévu d'améliorer certaines parties de la bécane et de rajouter quelques petites options. Bon, rien d'exceptionnel, mais ça a leur utilité et leur praticité. Je sais pas si ça se dit ça. Et si ça se dit pas, vous avez compris. Pour rappel, la bécane avait eu un impact frontal. Et quand j'ai reçu la bécane, je me suis aperçu que tout le circuit de freinage était vide en fait. On avait beau freiner, il n'y avait aucune pression sur la poignée. Et très certainement, il y a dû avoir une fuite, une durite qui a lâché. J'ai cherché un peu assez brièvement, mais bon, j'ai rien trouvé mis à part là, mais je pense pas que ça vienne de là. Enfin bref. De toute manière, je pourrais remplacer mes durites par des durites d'origine, hein, en espèce de caoutchouc comme sur cette durite-là. Il n'y a pas de problème. Hein. Sauf que, avec tout ce que j'ai fait sur la bécane, et là où j'emmène la bécane, on va dire, avec les performances que je recherche sur cette bécane-là, j'aimerais avoir des pièces qui seront mieux que l'origine. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour des durites avec une performance beaucoup plus élevée. Et donc j'ai choisi de prendre des durites Avia. Spécial ABS de chez Technium, c'est les durites speed brake, ça va être les durites complètes. Ça va être une usine à gaz à monter, ça je vous le cache pas. Attention, parenthèse, on peut pas mettre des durites classiques sur un système ABS. Il faut que ce soit des durites compatibles avec des bécanes qui ont des ABS. Donc c'est très important, pourquoi? Parce que si on met des durites classiques sur un système ABS, étant donné qu'il y a un tarage assez précis sur le déclenchement du système ABS, il peut y avoir une certaine précocité sur le déclenchement. Ça veut dire qu'à chaque freinage, on peut avoir un déclenchement du système ABS. Ce serait bien dommage. Donc voilà, on a beau essayer des fois de gratter à droite à gauche, mais sur des choses comme ça sert à rien du tout. Donc ces durites là, elles ont un tarage assez spécifique pour les systèmes ABS. Je ne saurais pas vous l'expliquer, c'est pas moi qui les ai conçus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces durites, c'est des durites type aviation. Même si c'est pas vraiment ça qu'on utilise dans l'aéronautique, mais c'est pas grave. À l'intérieur, il y a une espèce de tuyau en téflon avec un tressage en inox et un recouvrement en plastique ou caoutchouc, je sais pas ce que c'est exactement comme matière. L'avantage d'utiliser des durites type Avia, ça fera quoi quand même sur un système ABS ou non ABS, ça ne va pas améliorer la distance de freinage de votre bécane. C'est pas que vous allez installer des durites type Avia sur votre bécane que vous allez avoir une distance de freinage qui va être moins importante. Ça n'a rien à voir. Ça va simplement améliorer le feeling au niveau du freinage, avoir un meilleur répondant, un meilleur mordant, tout simplement. Donc pourquoi ça? J'espère que je veux pas trop vous perdre. Bah tout simplement, quand on va freiner, on va exercer une pression sur le circuit de freinage et cette pression en fait qui va être exercée va faire gonfler les durites un peu. Ça va gonfler légèrement. C'est peut-être pas très perceptible à l'œil nu, mais ce gonflement, on va dire, ça diminue le feeling et le mordant au niveau du freinage, tout simplement. Ça fonctionne très bien. Hein, ça a été conçu d'origine par Yamaha. Il y a eu des ingénieurs qui ont réfléchi à tout ça, donc ça fonctionne très bien. Mais bon, pour améliorer le feeling, on va utiliser des durites type Avia, qui elles, lorsqu'on va exercer cette pression lors du freinage, on va dire, elles ne vont pas avoir tendance à gonfler et à se déformer comme ces durites là. Donc voilà, j'espère avoir été assez bref et concis, m'être bien fait comprendre. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et à m'apprendre de nouvelles choses si vous voyez que j'ai loupé certaines choses. Donc voilà, maintenant place au montage.
Simple petit partage, juste pour vous dire de ne pas faire comme moi. Pourquoi? Je vais vous expliquer. On m'a vu dévisser les flexibles du bloc ABS avec une clé plate normale. Ne faites pas comme moi parce que c'est pas la clé qui va bien. Pourquoi j'ai pas utilisé l'outil qui va bien? Parce qu'on est dimanche et j'ai pas envie d'attendre d'acheter ce qu'il faut pour pouvoir travailler sur la bécane. Je me sens le faire, qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais si vous voyez que ça force un peu trop, ne forcez pas. Ça, il existe des clés spéciales pour tout ce qui est flexible de frein, etc. C'est une clé qui ressemble un peu à une clé à œil en fait, mais qui a une ouverture. C'est un genre de clé 6 pas en fait, si vous voulez. Je vous mettrai une photo peut-être ici. Voilà, c'est ça. Ici, avec ce type de clé, on n'a que 2 points d'appui. Donc, on a de fortes chances de foirer si ça force un peu trop. Et c'est ce qui m'est arrivé ici. On peut voir qu'ici, j'ai failli foirer le flexible. Bon, ici, non, c'est bon. Bon, on voit que je l'ai marqué. Je déteste quand je travaille, laisser des marquages quand je visse, quand je dévisse, quand je travaille. Bon, là... Malheureusement, j'ai pas le choix de laisser comme ça parce que je veux pas racheter tout un système uniquement pour ça. Donc voilà. D'ailleurs, petit partage, moi quand je vais voir une bécane pour l'acheter, l'une des premières choses que je regarde s'il n'y a pas des têtes de vis foirées, voir si le mec c'était pas un bourrin. Moi, c'est le genre de détail que je regarde qui peut m'empêcher d'acheter une bécane. Je vous jure que c'est vrai. On va dire que j'ai déjà eu des mésaventures quand j'étais plus jeune, on va dire. Et ouais, je suis pas vieux, j'ai 30 balais, tranquille. Bon, clairement, là, j'aurais dû faire ça avant de tout mettre ici, là. Mais bon, ça a l'air de passer. Voilà. Mes amis, on m'avait demandé durant la vidéo qui était sortie il y a plusieurs décennies maintenant, dans la vidéo pour la fabrication des protections en fibre de carbone Kevlar, on m'avait demandé comment j'allais m'apprêter à coller ces protections sur le cadre. Ça va être tout simple. Je vais tout simplement utiliser du silicone sanitaire. C'est un silicone qui peut supporter jusqu'à 30 kg par centimètre carré. Il y en a qui peuvent aller jusqu'à 50 kg. Et il y a d'autres personnes plus psychopathes que moi qui utilisent du joint pare-brise. Pour ma part, enfin de la colle pare-brise, pour ma part, je ne vais pas utiliser ce type de produit.
Pourquoi? Parce que généralement, quand on cherche à décoller les pièces, ça laisse certains dommages derrière, arrachage de peinture, tout. Même si je suis sûr de ma peinture bicomposante, attention, moi je suis assez sûr de cette peinture-là. Mais je préfère éviter. Donc voilà. Et au passage, j'ai pas prévu de tomber. Donc après, en bécane, on peut s'attendre à tout. Bon, désolé, je plombe un peu l'ambiance, mais bon, c'est pas grave. On passe à la suite. Mes amis, quelque chose auquel je ne m'y attendais pas, c'est mon guidon qui n'est pas compatible avec les options que j'ai sur cette bécane là, les commodos, tout ça. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. On peut voir qu'ici au niveau de la poignée de frein avant, on arrive au centrage du guidon, donc je peux pas aller plus bas. Là donc il y a le commodo. Si on laisse le commodo, enfin le coupe-circuit, et qu'on rajoute la poignée, voilà, je vais avoir une poignée qui va dépasser largement du guidon. Donc pour vous faire une petite comparaison avec le guidon d'origine qui est extrêmement magnifique. Voilà. Ici on a, j'ai pas pensé à regarder ça dès le départ. Bon là on peut voir qu'au niveau de la longueur que c'est différent en fait. J'ai pas pensé à le vérifier avant parce que j'ai été un peu teubé, je vous cache pas. Mais, n'oublie pas que vous êtes sur la chaîne du Ronin. À tout problème sa solution. Je vais donc opter pour un
Guidon drag bar de chez LSL. Pourquoi ai-je choisi un guidon type drag bar, me diriez-vous? En 28 bien sûr, un modèle qui est compatible avec mes pontées. Il n'y a aucune raison valable si ce n'est que je voulais tester la position drag bar. Et donc voilà, bon, maintenant on va monter ça. Mais avant ça il va falloir que je l'ajuste en longueur parce qu'il est un peu trop long. Et que je le monte et qu'on voit ce que ça donne. Wow. Ça va, ça va. Vu qu'on est sur un guidon différent de celui d'origine, on va voir le maître cylindre avant en fait qui va avoir tendance à pas être aligné, à pas être bien parallèle par rapport au sol, c'est pas un problème. C'est juste en fait le modèle de guidon qui crée cette modification du positionnement du maître cylindre, tout simplement. Passons maintenant sur une autre option que je compte mettre sur cette bécane, c'est les poignées chauffantes. J'ai prévu de mettre les poignées chauffantes de chez Technoglobe. Et pour ceux qui me demanderont pourquoi choisir des poignées chauffantes, ben c'est pas une chose que vous êtes censé savoir, mais j'ai une maladie des mains qui s'appelle le syndrome de Raynaud. Le syndrome de Raynaud, c'est quoi? C'est simplement en fait que quand il fait froid, j'ai plus de circulation dans les mains et j'ai plus aucun ressenti du toucher, je sens plus rien. C'est comme si mes mains étaient mortes. Et donc voilà. Pour ceux qui me demanderont pourquoi choisir des poignées au lieu de gants chauffants, tout simplement, c'est que je veux garder les poignées chauffantes parce que j'aime pas trop avoir les mains rembourrées après tout. Cette maladie aussi, des fois, de temps en temps, elle peut se manifester la nuit quand je roule, même en plein été, quand il suffit que je traverse une route de campagne, il fait un peu froid, je commence à plus avoir de doigts. C'est pour pas me trimballer aussi tout le temps avec des gants chauffants. Et ça me permet aussi d'avoir des gants un peu plus light et aussi avoir un peu plus de sensations. J'aime bien ressentir le guidon, j'aime bien ressentir quand je conduis, j'aime pas trop être rembourré en fait si je veux au niveau des mains, tout simplement. Maintenant, place au montage des poignées chauffantes. Bon, pour ça, j'ai pas prévu de faire un branchement directement au plus au moins de la batterie, hein. Je vais me mettre directement sur un plus après contact. Voilà, je vous le dis maintenant, pour éviter de m'arrêter de vous le dire pendant que je suis en train de le faire, vous allez le comprendre de suite. Donc voilà, maintenant je vous dis bon visionnage.
Pour le fil plus après contact que j'ai choisi, ça va être celui de la veilleuse arrière, étant donné que sur maintenant les bécanes, quand on met le contact, les veilleuses sont tout le temps allumées. Avec mes poignées chauffantes, j'ai déjà un fusible déjà intégré sur le faisceau. Pour le piquage que je vais faire sur le faisceau, temps normal, moi ce que j'aime faire, c'est dénuder le fil, faire une soudure, mettre de la gaine thermo-rétractable, etc. Mais là, c'est une simple option. Je vais utiliser du coup un raccord rapide. C'est un raccord de dérivation en fait pour se piquer directement. Bon après voilà, je sais que vous êtes pas mal à le connaître. Ça fait l'affaire, ça fait les choses proprement. Moi je trouve que ça reste assez propre. Mais bon, il y aura toujours mieux en soudure, etc. Mais je vais pas faire ça parce que j'ai pas envie de le faire et c'est plus rapide d'utiliser un raccord rapide. Forcément, sinon ça s'appellerait un raccord pas très rapide. Bon voilà, maintenant je passe au dénudage de la gaine et je me pique dessus. Pour faire suite à la suite, on va s'attaquer maintenant à toute la partie éclairage. J'ai prévu dans un premier temps, simple détail, mais j'aime aller dans le détail, j'ai prévu de supprimer cette couleur jus d'orange multifruit là, des LED orange qu'il y a sur le compteur. J'ai prévu de mettre des LED blanches, hein. C'est juste pour rafraîchir un peu le compteur. Ça, voilà, ça va être assez simple, on va dire. Pour ça, je vais utiliser des LED blanches que j'ai acheté sur le site LED.per. Même si je sais que c'est importé, tout ça, mais ils ont quand même du bon matos et c'est assez réactif. Vous l'avez en quelques jours. Bon, juste un petit remerciement pour la personnalisation qui m'a été faite pour mon fond de compteur, avec la petite inscription Ronin BKR, qui m'a été fait par un vendeur eBay allemand. Je vais vous partager sa boutique en description, n'hésitez pas à aller checker. Il fait tout type de fond de compteur, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez. Bon, je suis une petite influenceuse, bon, je gagne rien en vous disant ça, mais c'est juste quand le travail est bien fait, c'est bien de partager les bons contacts, on va dire. Donc voilà, l'impression est correcte, pas d'impression tordue, la découpe est propre. Et aussi, bon, par contre, ça se fait par message. Si vous avez décidé de personnaliser votre fond de compteur, voiture, bécane, ce que vous voulez, vélo, je sais pas si ça existe, ça existe pas. N'hésitez pas à aller le contacter par message. Bon, malheureusement, il faut parler avec lui qu'en anglais, mais avec DeepL ou Google Translate, ça va très vite. Donc voilà, je continue. Je suis encore là. Mes amis, maintenant on va s'attaquer à quelque chose qui est bien différent de ce qu'on a fait avant. Du coup, j'ai prévu de repeindre mes pièces. Et bien entendu, pour la couleur que je vais utiliser la même couleur que j'ai faite pour repeindre mon réservoir. C'est la peinture Black Quartz de chez Harley Davidson que j'ai juste ici, avec son diluant que je vais appliquer au pistolet. Donc, ce qui est prévu maintenant, ça va être primaire d'accroche. Ensuite, je vais utiliser un après spécial plastique
pour, on va dire, poncer toutes les petites irrégularités qu'on peut avoir sur ces plastiques-là et avoir des pièces des plus parfaitement possibles. Il va y avoir quasiment toutes ces pièces. Je dis quasiment parce qu'il y a des pièces que je vais en profiter pour préparer pour la prochaine vidéo qui sera consacrée à la fabrication de moules. Ce sera une vidéo avec une fabrication de moules avec une méthode beaucoup plus complexe que ce que je vous ai montré dans cette vidéo-là. D'ailleurs, en parlant de ça, vous avez été nombreux à kiffer la vidéo qui parlait de la fabrication de moules et de carénage en fibre de carbone. J'ai reçu énormément de demandes. Je m'attendais vraiment pas à avoir autant d'engouement dessus. Surtout que moi, je me suis dit que j'allais faire une vidéo comme ça sans trop rentrer dans les détails. Même si j'ai mis chaque étape du procédé que j'ai fait. Le but, c'était quoi? C'était simplement de vous faire comprendre ce que je faisais. Je m'attendais vraiment pas à avoir des gens qui m'envoient des messages. Ouais, salut Ronin, je suis à l'étape cirage. Dis-moi, quel produit tu as utilisé? Moi, dans ma tête, c'est des fous les gens. Ils m'envoient des messages sur Insta, tout ça. Ils me disent, tiens, regarde, t'en penses quoi? Tac, tac, tac. Je dis, vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Vous allez trop loin dans votre tête. Mais en tout cas, ça me fait kiffer. Franchement, respect. Donc, je vais me profiter pour préparer les pièces qui seront... Enfin, cette pièce-là, j'ai pas prévu de la repeindre. C'est le carénage qui vient sur le phare, en fait. Mais celui-là, je veux pas l'avoir en noir. J'ai envie de l'avoir en fibre de carbone. C'est un carénage que j'ai acheté sur le Bon Coin, mais bon, et qui a des fissures. Il a été trafiqué au niveau de la peinture. Donc, pour éviter toute mauvaise réaction chimique, je vais le poncer, le repeindre et le vernir. Ensuite, je le balancerai parce qu'il est dans un état pitoyable. C'est simplement pour garder la forme et avoir le moule de cette pièce-là. Pourquoi je fais cette préparation-là? Je vous l'expliquerai dans la prochaine vidéo, mais pour faire simple, je prépare mes maîtres modèles. Ceux-ci seront des maîtres. Ça va être un maître modèle. Le maître modèle, c'est la pièce que j'utilisais pour créer mon moule. Si mon maître modèle a des imperfections, toutes les pièces que je vais tirer en carbone à la suite de ce moule-là, en fait, qui aura des imperfections dues à cette pièce, vous l'avez compris, auront une étape de finition un peu plus pénible après. Le but, c'est de ne pas avoir de finition du tout. Je suis un flemmard, je suis un feignant stratégique. Autant mettre le paquet dès le départ pour qu'ensuite avoir un moule des plus parfaits et ne jamais galérer quand je vais tirer mes pièces. Forcément, je vais faire de la série. Comme je vous ai déjà dit, j'aime bien rentabiliser tout ce que je fais. Il ne va pas y avoir que cette pièce. Bon, cette pièce, je la montrerai dans cette vidéo-là. Il va y avoir le couvre-réservoir. Ce couvre-réservoir avait déjà subi un moulage et l'avait très mal vécu. J'avais fait n'importe quoi au niveau de la peinture. J'ai fait des erreurs que je vous partagerai dans la prochaine vidéo à ne pas faire. Donc, prochaine vidéo, je mettrai très certainement la préparation, même si je vais la faire maintenant, mais la préparation de ce carénage-là pour faire une étude de cas dans la prochaine vidéo, pour vous montrer comment préparer vos pièces avant de les mouler. C'est bon, maintenant on commence. Je parle trop. Allez. Bon, clairement, les amis, là, on passe du tout au tout. On passe de la peinture à l'électricité maintenant et plus particulièrement une autre partie de l'éclairage que je vais m'occuper
maintenant, qui pour moi est la plus importante. Pourquoi? Parce que c'est mon phare avant. Le phare avant, qui de base a, je vous rappelle, cette vieille ampoule halogène qui éclaire très bien, enfin quand on peut se contenter du minimum on va dire. J'ai prévu de remplacer ma vieille ampoule, j'avais hésité entre ampoule LED mais je préférais passer sur du xénon. Pourquoi? Parce que le xénon je préfère 1000 fois la qualité lumineuse du xénon que de la LED. Le seul inconvénient du xénon c'est que il y a tout ça à brancher en fait. Il va falloir que je fasse beaucoup plus de place pour faire passer sur le faisceau de la bécane. C'est on va dire l'une des choses qui me fait pas trop peur mais qui va me demander un peu plus de travail. Moi il n'y a rien qui me fait peur, faut le savoir. Rien. Enfin bref, en plus de ça, je vais remplacer aussi mes clignotants d'origine par des clignotants forcément. Des clignotants, j'ai choisi de prendre les clignotants de chez Barracuda. Niveau rapport qualité-prix, c'est ce qui me convenait le mieux en fait. Et surtout en fait, moi ce que je recherche, c'est vraiment avec l'esthétique sur cette bécane. J'essaie de faire quelque chose, une bécane assez discret, proche de l'origine. J'ai pas envie de faire des modifications trop dégueulasses. Comme vous avez dû le voir sur cette chaîne, la seule chose que j'ai faite sur cette bécane, c'est un rafraîchissement. Bon d'accord, il y a du carbone, tout ça, mais pour le carbone que j'ai fait, c'est simplement pour la protection et aussi pour l'esthétique en recouvrement, ce qui donne un rendu, on va pas se mentir, stylé et qu'on soit puriste ou pas, on aime ça. En plus de ça, il y a eu le radiateur qui a été changé, il y a eu le circuit de freinage complet qui a été changé, il y a eu différentes choses que vous avez vues dans les différentes vidéos. Enfin bref, et au fait, le petit partage, on va parler de ce petit pneu. On m'avait dit soi-disant que dans la vidéo avant, que j'avais monté mon pneu à l'envers. C'est vrai. En fait, dans la vidéo avant, je vous dis ce qui s'est passé en fait. Et c'est pas pour me chercher des excuses. Moi, quand je travaille sur la bécane, je dis non, je travaille très tard. Et des fois, je fais pas attention à certaines choses. La chose bête que j'ai faite en fait, j'ai mis le dessin du pneu dans le même sens que le pneu arrière en fait. On peut voir que le pneu arrière, que le dessin va vers l'avant. Et là, il va vers l'arrière en fait. Et moi, ce que j'ai fait en fait, on peut voir dans la vidéo qui est juste avant, j'avais mis en fait le dessin dans le même sens que la roue arrière en fait. Sur le coup ça me paraissait logique et quand j'ai reçu mon premier commentaire, un gars, je crois que c'était un mécano, il me dit ouais c'est super ta vidéo mais fais attention t'as mis ton pneu avant à l'envers. Au début je vous cache pas qu'il y a eu une petite part de mauvaise foi, je dis non c'est pas possible. Quand je suis parti contrôler et que j'ai vu ça, rotation qui était dans le sens inverse, j'étais très dégoûté. Enfin bref, je remercie, je me rappelle plus de la personne qui m'a laissé ce commentaire là, mais je la remercie parce que j'ai vraiment pas fait attention. Ça va, on apprend de ses erreurs. Vous n'allez pas me juger sur ça quand même. À l'inverse, ça peut arriver. Enfin, pour moi, ça vient de m'arriver. C'est la première fois, mais ça vient de m'arriver. Bon, enfin bref. Passons à notre éclairage. Bon, pour vous expliquer assez brièvement ce que je compte faire, je compte démonter l'optique de ce phare là, installer la lentille à l'intérieur. Ici on a l'alimentation parce que j'ai aussi un halo ici à ce niveau là, une espèce de mini angel ici si vous voulez. Je pense que le résultat ça va être assez propre. Le halo a deux modes, il a un mode pleine puissance et un mode puissance on va dire en feu de croisement. Ça veut dire que là je vais devoir me piquer sur, bon il y a la masse, un fil pour la pleine puissance et un fil pour la puissance moyenne on va dire. Enfin bref, on se comprend. En fait ce qui va se passer c'est que quand je serai en feu de croisement il y aura l'intensité qui sera moyenne et quand je me mettrai en plein phare en fait, et ben, on aura une grosse intensité, enfin on aura un gros éclairage au niveau du halo. Bon c'est pas ça le plus important, mais le résultat franchement je vous dis que je pense que ça va être vraiment très propre. Mais bon, ça on le verra à la fin, enfin, du moins je l'espère. J'espère que ça fera pas trop chargé, mais ça m'étonnerait parce que j'ai voulu vraiment rester dans la simplicité. Pour vous expliquer comment ça fonctionne, le xénon il a pas de fonction en mode si vous voulez plein phare et feu de croisement un peu comme on peut avoir sur des ampoules classiques. Si vous voulez, il va constamment être en pleine puissance. Il sera en pleine puissance et la seule chose qui mettra le plein phare et l'enlèvera, il y a une espèce de mécanisme dedans, c'est un volet qui va s'ouvrir et va se fermer et il va juste obstruer une partie de l'éclairage pour ne pas éblouir les personnes qui seront devant. J'habite à la campagne donc j'ai fait beaucoup de campagne. Pour moi l'éclairage c'est quelque chose de très important. J'avais prévu de rajouter un feu additionnel mais je veux pas le faire parce que ça va faire trop chargé et j'ai vraiment pas envie. J'ai pas envie franchement et en plus flemme.
Yep.
Bon là pour la fréquence du clignotement c'est tout à fait normal, j'ai pas les résistances pour mes clignotants étant donné que je suis passé sur des clignotants LED et que je vous rappelle que d'origine c'est des clignotants en boule qu'il y a, donc la fréquence n'est pas la même, etc. Enfin bref. De toute manière j'ai prévu d'en installer, j'ai juste installé à blanc comme ça pour voir si c'était bon et puis voilà. Comme j'ai dit dans la précédente vidéo, j'ai prévu de remplacer ma pompe à essence du réservoir étant donné que je vous dis que j'ai une petite complication au premier démarrage. J'ai une pompe à essence qui siffle un peu lorsqu'elle se met en route, enfin bref, elle est fatiguée. De base, pour rappel, elle était grippée. Et j'avais un peu tapoté dessus pour la dégripper. Enfin bref, allez voir la précédente vidéo, vous allez voir ce que j'ai fait. Bon, enfin, j'ai pas montré comment j'ai fait pour la débloquer, mais j'ai montré comment j'ai fait pour la nettoyer et tout, pour uniquement tester la bécane pour voir si elle démarrait ou pas. Enfin bref, ça vous l'avez compris. De toute manière, maintenant, on va s'attaquer à la remise à neuf de la pompe à essence. Donc, c'est parti. Du coup, pour ce qui est de la présentation, j'ai choisi de mettre une pompe de chez Allballs. C'est une pompe type origine, hein, mais avec des performances un peu plus poussées. J'ai pas voulu acheter des chinoiseries, pourquoi? Parce que je voulais avoir une pompe assez sécurisée en termes de longévité. Pour ma part, j'en ai jamais monté, mais si vous en avez déjà monté, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, avoir vos retours sur les différentes pompes chinoises et vous me dites ce que vous en pensez.
me suis pas du tout lancé dans les explications, tout simplement parce que c'est de simples moules en fait, dont j'ai déjà fait la présentation de comment créer ces simples moules dans une vidéo qui a assez bien marché. Je vais pas me lancer dans des explications sur ce que je compte faire. Enfin, la seule chose que je vais faire en fait, si vous voulez, j'ai été recontacté par une boîte assez connu dans le monde du composite, à travers l'Europe, à travers le monde même. Justement, avant de vous parler de ces produits, j'ai voulu les tester et je suis en train de les tester pour la première fois maintenant. Ici, là, on va voir les moules. Là, on peut voir qu'ils sont encore mat en fait du cirage que j'ai fait avec la nouvelle scie. Comment je vais procéder? Je vais tout d'abord commencer par une couche de 240 grammes par mètre carré. J'ai décidé d'utiliser un tissu poudré, c'est du 3K et en sergile bien sûr. Et ensuite, j'appliquerai deux couches de 193 grammes par mètre carré en 3K aussi. Et pour finir, et comme je l'ai fait dans la vidéo de présentation sur comment fabriquer ces moules et ces carénages en fibre de carbone, enfin bref, je vais renforcer les points de fixation avec du Kevlar. Bon là c'est pas de l'hybride, hein, c'est du Kevlar à 100%. Je vais du coup aller sur chaque point de fixation, mettre un carré de Kevlar. Bon, même si les contraintes mécaniques seront infimes, comme je vous l'ai déjà dit, je suis un psychopathe et qui peut le plus peut le moins, donc je préfère le mettre et ça mange pas de pain. Et pour finir, j'appliquerai de la silione, je crois que c'était du 200 grammes par mètre carré, je m'en rappelle plus. Ensuite, après avoir fini la stratification, j'appliquerai le tissu d'arrachage, que je vous réexpliquerai sa fonction, ainsi que le film micro-perforé, que je vous réexpliquerai une fois de plus sur la fabrication de pièces via les moules qu'on aura fait dans les prochaines vidéos. Ne les ratez surtout pas parce que je vais y mettre des gros moyens, donc je vous laisse regarder ce qui va suivre. Oh là mes aïeux, à voir ma tête, je pense que ça doit se voir que ça s'est clairement pas bien passé pour ce démoulage. Je vais vous partager ce qui s'est passé et pourquoi c'est passé ce qui s'est passé. Il y a quelques points positifs dans ce petit capharnaüm. Ici, on a la plaque que j'ai moulée en carbone, la plaque de passage de roue, enfin la plaque sous selle en fait, le cache sous selle. On peut voir au premier abord que ça s'est plutôt bien passé, si je rentre pas dans les détails. Mais bon, comme je décide de la jouer franc jeu avec vous, je vais vous montrer tous les petits défauts et pourquoi je vais devoir reprendre complètement cette plaque. Certains ne la reprendraient pas, mais moi je vais la reprendre parce que je suis perfectionniste, on va dire, sans exagérer. Bien entendu, le perfectionniste n'est jamais très bon, mais enfin bref, on va commencer à faire une dissertation sur le perfectionnisme. Enfin bref, ce qui s'est pas bien passé en fait, tout d'abord, c'est au niveau du moule. Il y a eu un arrachage du gel coat à ce niveau là et aussi pour par contre pour ça je suis vraiment dégoûté parce que le rendu allait être parfait, franchement le rendu allait être parfait, si ce n'est qu'il y a quelques imperfections que je ne peux malheureusement pas rattraper et ça je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo. C'est une pièce que je vais pas pouvoir rattraper, ni le moule d'ailleurs. Le moule est irréparable. Il y a eu un arrachement au niveau du gel coat sur plusieurs parties. Pour ceux qui s'y connaissent, ils doivent très certainement se douter ce qui s'est passé en fait lors de ce démoulage. J'ai fait plusieurs erreurs, bien sûr de débutant, mais que je ne vais pas tout vous dire maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai prévu de faire une vidéo dédiée sur la fabrication des moules et ensuite il y aura une autre vidéo sur la fabrication des carénages en fibre de carbone. Ne vous inquiétez pas, ça va pas sortir dans 3 mois comme toutes les vidéos que je fais, ça va sortir la semaine prochaine et la semaine d'après. La semaine prochaine sera la vidéo sur les moules et la semaine d'après ce sera la vidéo sur la fabrication des pièces en carbone que beaucoup m'ont demandé d'avoir en fait. Je vous expliquerai tout ce qu'il faut ne pas faire pour éviter ce type de problème et pas mal d'autres problèmes, même si je pourrais pas tout lister, c'est impossible. Dans tous les cas, je vous laisserai le soin de dire votre expérience en commentaire. Voilà. Maintenant, pour en revenir à nos moules,
sans rentrer dans les détails parce que j'ai prévu de faire un détail plus tard, ce moule est irréparable, mais par contre ce moule je vais le reprendre parce que j'ai prévu, comme je vous dis, de refaire ma pièce. Honnêtement cette pièce je pourrais la garder parce qu'il y a ce cache en fait, le cache Air Max en fait que j'ai repeint, qui va pouvoir s'adapter dessus. Mais bon, moi j'aime que même quand c'est caché, j'aime bien que c'est propre en fait. Et là pour pas vous mentir, j'ai vraiment cherché les problèmes. J'ai voulu garder l'aspect le plus proche de l'origine. Je voulais être le plus fidèle à l'origine. Ici, en fait, si vous voulez, d'origine, en fait, c'est ce qui vient à ce niveau-là, au niveau du cache sous selle. Et ben, si vous voulez, ici, il y a les pattes de fixation qui viennent se poser au niveau du support de plaque. Mais étant donné que moi, j'ai plus le support de plaque origine et qu'il est extrêmement moche et que personne ne garde des supports de plaque d'origine, ça a été remplacé par un cache Air Max. Donc cette partie là qui me posait problème, je vais la supprimer. Ce que je vais faire pour attraper le moule, je vais tout lisser à ce niveau là et je reboucherai au mastic. Et je vous dirai aussi dans une vidéo en fait comment rattraper ce genre de pièces. Bon là vous allez me voir, mais je vais pas me lancer dans des explications. Je vais simplement mastiquer la pièce, ensuite la recirer. Et donc voilà.